Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité ira. En fait, pour la première fois, je tourne cette vidéo de nuit. Donc en fait, j'ai des lumières artificielles et je les utilise jamais. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Donc j'espère que ça ira. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tourner la vidéo où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté, parce que, comme je l'ai déjà dit et je le répète, on a atteint les 1000 abonnés. Merci, 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 merci 1000 fois. Je pensais vraiment pas que des gens allaient s'abonner à ma chaîne. Je pensais vraiment pas que ma façon de voir le monde, ma façon de voir l'argent, ma façon de voir les dépenses pouvait vous intéresser. Donc je suis super contente que vous soyez là. Merci 1000 fois. Donc j'avais mis un post dans l'onglet communauté si vous aviez des questions à me poser. J'y répondrai dans une vidéo, donc voilà la vidéo. Je remercie beaucoup les 3 personnes qui m'ont posé des questions parce qu'on arrive quand même à 15 questions, je crois que 15 ou 16, je sais plus. Et c'est suffisant pour faire une vidéo parce que, vous le savez maintenant, je parle énormément. Donc avant de répondre à toutes les questions, sachez que je ne suis pas capable de répondre par oui ou par non, il faut toujours que j'argumente et que j'explique. Donc ce sera potentiellement une très longue vidéo et je vais pas dire que j'en suis désolée parce que moi ça me pose pas de problème. Mais voilà, regardez cette vidéo en faisant la vaisselle peut-être ou en rangeant votre appartement ou buvez un thé, je sais pas. Mais ça risque d'être long. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou non ce format. Et je le referai si jamais un jour on est 2000 sur cette chaîne. Parce que je crois que j'aime bien moi ce format. Je trouve ça cool. Bref, assez de blabla, on y va. Les questions sont sur mon téléphone. Donc la première question, c'est mes objectifs pour 2024. Et il y a une autre personne qui m'a demandé si j'avais une bucket list. En fait, ça va être très simple. Pour 2024, j'ai un seul objectif qui est de terminer ma maison. Il faut au 31 décembre 2024 que je sois dans cette maison et qu'elle soit finie. J'accepte qu'il n'y ait pas tous les éléments de déco, mais c'est vraiment la seule chose que j'accepte à la fin décembre 2024. Je veux que cette maison soit terminée. Ça fait 4 ans quasiment que j'ai cette maison et elle n'est pas du tout prête, donc elle doit être prête à la fin 2024. C'est mon seul objectif, c'est la seule chose sur ma bucket list, c'est la seule chose qui compte pour moi, c'est cette maison, qu'elle soit terminée. Ensuite, on me demande s'il y a un nouveau nom de la chaîne qui est prévu. Alors je vous avoue que j'y ai réfléchi, que j'y pense, que je me demande comment je vais appeler cette chaîne, mais pour être complètement transparente avec vous, j'ai un souci, c'est que mon cerveau n'accepte pas que je quitte le Koweït. Donc là, c'est un peu difficile parce que je pars dans plus ou moins 10 jours. Donc ça y est, j'ai vendu ma voiture. Je l'ai vendue comme ça en plus. Donc alors très très difficile pour moi de la vendre aussi rapidement et de me lever le matin, elle est à moi et le soir, elle est plus à moi. C'est compliqué. Je commence à faire le tri, je donne mes affaires, je regarde quels meubles peuvent intéresser qui, je cherche quelqu'un pour récupérer mes plantes et ça me rend très triste et mon cerveau n'accepte pas que je quitte définitivement le Koweït. Et donc là pour le moment dans ma tête en fait mon départ en France et mon retour en France il est temporaire, c'est à dire que je vais rester en France juste le temps de finir ma maison et ensuite je reviens au Koweït. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, il n'est pas question d'un travail ici ou quoi, ok, s'il n'y a absolument rien, mais dans ma tête je suis persuadée que aller en France c'est temporaire et que je reviendrai au Koweït d'ici quelques mois ou peut-être un an. Donc je sais pas ce que je vais faire de cette chaîne, je sais pas si je vais lui changer de nom. Après peut-être que je vais adorer vivre en Normandie et donc ça sera Liz in Normandie avec un Y à la fin parce qu'on est anglophone ici. Je sais pas, franchement je sais pas. Et ensuite la troisième question, est-ce que tu as un rêve dans la vie? Franchement, en fait c'est drôle parce que ça dépend de comment on définit le rêve. Moi je l'ai déjà dit plein de fois à ma mère, j'ai pas de rêve en fait parce que tout ce que je veux faire je le fais. Et ça paraît un peu prétentieux de dire ça mais en fait c'est vrai, quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais. Et si j'ai pas envie, bah je le fais pas. Mais alors j'ai aucun problème à dire bah non mais j'ai pas envie. Par exemple ça fait des années que je dis que j'aimerais bien aller au Japon et j'y suis jamais allée. Je suis jamais allée au Japon parce que il y avait des endroits où j'avais plus envie d'aller avant d'aller au Japon. Pour tout un tas de raisons. Je suis jamais allée au Japon parce que j'ai pas envie d'aller 15 jours au Japon. Moi j'ai envie d'y passer un mois, un gros mois, j'ai envie de passer beaucoup de temps au Japon. Donc si je vais au Japon en express 10 jours et ensuite je rentre, je serais un peu certainement frustrée. Et comme j'étais prof, j'avais pas l'opportunité de partir
quand je voulais, pour le temps que je voulais. Et moi, il est hors de question que j'aille au Japon en plein mois de juillet. Quand j'ai envie de faire quelque chose, généralement, je le fais. Par contre, il y a des trucs que je considère, moi, comme étant des rêves, parce que je sais que moi, je ne ferai jamais ce qu'il faut pour que ça arrive. Par exemple, mon rêve, c'est d'avoir un van, de l'aménager et de faire le tour de l'Europe en van. Sauf que je ne ferai jamais rien pour acheter un van, pour l'aménager et pour être sur les routes pendant X mois, tout simplement parce que je sais au fond de moi que je détesterais. J'ai pendant longtemps cru que j'étais quelqu'un de nomade et en fait pas du tout. Moi j'aime bien avoir mon chez moi, j'aime bien avoir mes petites routines, j'aime bien avoir mes petites habitudes. Et quand vous êtes en van, c'est quand même le truc le moins routinier qui existe. Et je peux pas moi avoir un van pour maison parce que j'ai besoin d'un peu plus de confort que ça, j'ai besoin d'une vraie douche. Voilà, ça c'est peut-être un peu superficiel, mais je sais que je n'apprécie pas les choses si je dors mal par exemple ou si je mange pas bien, et je me vois vraiment pas être devant mon van avec mon réchaud et me faire à manger. Je sais que c'est un de mes rêves parce que je l'ai vu sur Instagram et c'est beau sur Instagram, mais je sais qu'à l'intérieur de moi ça va pas du tout me plaire. Donc en fait, est-ce que j'ai des rêves? Oui, mais les rêves que j'ai, c'est des choses idéalisées qui correspondraient à une autre version de moi. Donc je sais pas si ma réponse est claire, j'ai pas l'impression, mais... Ensuite, une autre personne m'a demandé si tu devais habiter dans un autre pays que la France à ton retour du Koweït, ça serait lequel ou lesquels? Franchement, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je crois que je pourrais habiter partout. Il n'y a aucun pays qui m'intéresse plus que ça et aucun pays qui m'intéresse pas du tout. Je suis pas venue au Koweït par choix, hein. J'avais postulé dans plein d'autres pays. Il n'y a que le Koweït qui m'a répondu. Donc je suis venue et en fait j'y suis restée 8 ans, donc c'est que j'ai aimé l'expérience. Là je rentre en France parce que j'ai envie de finir cette maison et que apparemment gérer les rénovations quand vous êtes à distance c'est impossible. Donc j'y vais et je m'occupe de cette maison. Mais c'est pas un choix non plus de revenir en France. Et moi en réalité je suis pas quelqu'un qui fait des choix, finalement je me laisse beaucoup porter par la vie. Donc j'ai envie de dire ça dépendrait des opportunités. Si on me disait, écoute Elisabeth, t'as pas besoin de trouver un travail, t'as pas besoin de visa, t'as besoin de rien, tu peux aller où tu veux. En fait, je crois que tout bêtement, j'irai au Portugal. J'irai au Portugal pour apprendre le portugais, parce que je parle très mal le portugais. Je le comprends, je peux lire et un peu écrire, mais je le parle très mal. Donc j'irai au Portugal. J'irai certainement dans un petit village au Portugal pour apprendre le portugais, puis pour connaître un peu plus mes racines, quoi. Ce serait... Ouais, je pense que je ferais ça. Si je pouvais vraiment aller où je voulais sans aucune restriction ni rien, je ferais ça. As-tu des passions ou des hobbies et quels sont-ils? Mais... Alors, d'abord, on a les réponses basiques. J'adore lire, j'adore écrire, je joue aussi aux jeux vidéo. Alors moins maintenant, mais il y a eu une époque où je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais je pense que ma grande passion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexée, entre guillemets. Mais ma grande passion, c'est que j'adore faire des trucs. Ma grande passion, c'est tester des nouveaux trucs, essayer des nouveaux trucs. Du coup, j'ai plein de trucs chez moi pour toutes les fois où j'ai voulu essayer des nouveaux trucs. Genre... la couture, j'ai eu une phase où j'ai cousu tout ce que je pouvais. Donc j'ai cousu des sacs, j'ai appris à mettre des fermetures, j'ai appris à faire des gros nœuds, des petits nœuds, des mini nœuds. J'ai fait des sacs, des tote bags, j'ai fait des mini sacs à main, j'ai fait des sacs pour les fruits et les légumes. Et en fait, j'achetais du tissu puis je faisais des sacs. Et ça m'a beaucoup occupée et j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais j'ai aussi de la peinture, j'ai aussi tout un tas de trucs pour peindre sur des pots en terracotta, j'ai de quoi faire du tricot, j'ai de quoi apprendre à dessiner, j'ai énormément de choses chez moi. Donc ça, ce sont les hobbies que j'ai eus en matériel, mais j'ai aussi les hobbies que j'ai sur internet, comme cette chaîne YouTube. J'adore faire ça, je pensais pas, mais j'adore faire ça. En règle générale, j'adore raconter ma vie sur internet, donc en fait c'est pas étonnant que j'aime bien faire ça. Mais j'ai cette chaîne YouTube, j'ai un site qui m'occupe un peu, j'ai un blog aussi, mais pour le moment je le garde pour moi parce que je suis en train de tenter des choses.
J'ai mon compte Instagram dont je m'occupe, en dilettante aussi. Mais en fait, j'aime tout tenter. Déjà quand j'étais petite, j'avais appris à faire des sites en HTML à l'époque. Je crois que si j'ai une passion, c'est vraiment d'essayer des nouveaux trucs. Je suis vraiment une touche-à-tout passionnée. J'adore ça. Et j'ai cette certitude que je suis capable de tout faire en fait. Et je trouve ça cool. Pendant très très longtemps, c'était un de mes gros problèmes entre guillemets dans la vie, ou en tout cas je pensais que c'était vraiment un défaut. Et aujourd'hui en fait je me dis que non, c'est génial parce que j'ai aucune limite en fait. Il y a tout qui m'intéresse. Peut-être que quand je ferai la rénovation de ma maison, je vais découvrir une passion pour la pose de carrelage. Et en fait, je trouve ça génial de savoir que je peux me lancer dans à peu près tout. Et je sais que je ne serai jamais une experte, mais je sais que je suis une amatrice correcte. En fait, je trouve ça grave cool. J'ai mis 30 ans avant de trouver ça grave cool. Très honnêtement, j'ai déjà pleuré plein de fois de voir des gens qui trouvaient leur métier rapidement. Enfin, mon frère, par exemple, qui a toujours été passionné d'informatique, il bosse aujourd'hui dans l'informatique et il y a une petite partie de moi qui se dit mais lui, il a de la chance parce qu'en fait, il a su dès le début ce qu'il allait faire. Et il avait un truc qu'il adorait faire dans sa vie, il en a fait son métier et il était jeune et il savait déjà qu'il allait bosser dans l'informatique. Alors que moi, en fait, il n'y a rien. Et ça se voit hein, dans mon parcours professionnel où j'ai littéralement touché à tout. Et il y a un moment en fait où voilà, j'ai plus envie de faire ça et il faut que je fasse autre chose. Et c'est flippant, mais en fait je pense que c'est une très très grande qualité. Donc si j'ai des passions et des hobbies, j'ai envie de dire oui, tout essayer. Ensuite, est-ce que le frugalisme a changé ta façon de voir les choses et si oui, de quelle manière? Oui. Le frugalisme a vraiment changé ma façon de voir les choses et a changé ma façon de ressentir les choses aussi. Alors avant, j'étais une ultra consommatrice, mais une ultra consommatrice de tout, c'est-à-dire que je consommais le matériel, mais aussi la nourriture, mais aussi les voyages, mais aussi tout ce qui est possible et imaginable. C'est-à-dire que moi, j'avais pas cette idée de ah là je peux pas, peut-être le mois prochain. Ça n'arrivait jamais. Et si je disais ah ce mois-ci je peux pas, c'est parce que déjà j'avais fait une dinguerie avant et j'étais perpétuellement dans la quête de ce shot d'endorphine ou de dopamine, je sais pas trop comment ça se passe dans le cerveau, mais j'étais tout le temps à la recherche de ça. C'est-à-dire que j'achetais quelque chose qui me rendait heureuse et après je voulais rechercher de nouveau cette sensation. Mais ce qui est fou en fait avec le cerveau, c'est que le cerveau s'habitue à tout. Donc en fait la première fois, vous achetez un sac de créateur, votre cerveau il va être super content pendant genre un mois. Et donc il vous faudra un mois d'attente avant d'avoir le besoin d'expérimenter de nouveau cette sensation. Sauf au bout d'un mois, vous rachetez un sac de créateur et bim, cette sensation elle va rester 2 semaines. Et ensuite au bout de 2 semaines, vous avez ce besoin de revivre cette sensation, donc vous avez racheté un sac de créateur et bim, la sensation de bien-être elle dure 1 semaine et ensuite elle dure quelques jours et ensuite elle dure plus que quelques heures. Et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais ressentir ce shot de dopamine pour toujours quand vous êtes comme ça dans l'instant. C'était vraiment de la récompense immédiate que moi je cherchais. Et le jour où j'ai décidé un peu d'arrêter, déjà parce que j'avais moins les moyens et qu'ensuite, en fait, le moment où ça descend, c'est dur. Enfin, moi je trouvais ça très dur. Parce que c'est un peu comme... Enfin, pour moi, vraiment, l'achat, c'était comme une drogue. C'était ça qui m'apportait du bien-être, c'était ça qui m'apportait du bonheur, c'était ça qui me rendait heureuse. Cette sensation de bien-être, de bonheur, etc., elle raccourcissait à chaque achat, quel que soit le montant de l'achat. Et j'ai plus ça maintenant que j'ai arrêté de dépenser comme je dépensais avant. J'ai toujours eu conscience de la valeur de l'argent, mais je n'avais pas conscience de la valeur des choses. Et ça, c'est vraiment... 2 choses différentes. Et surtout, j'avais cette impression que c'est ce que je possédais qui me donnait ma valeur. Alors qu'en réalité, c'est moi qui donne de la valeur à ce que je possède. Si je reprends l'exemple de la voiture, j'étais très triste de vendre cette voiture. Je l'ai vendue hier. Voilà, aujourd'hui c'est bon, c'est passé. Je sais que j'ai été pendant 6 ans, une personne qui conduisait une Dodge Challenger. C'est cool, ça fait partie d'un épisode de ma vie, mais cette voiture ne me définissait pas. Moi, quand je l'ai achetée, c'était clairement dans ma tête un signe de réussite, c'était un signe extérieur de réussite d'acheter cette voiture. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Ma réussite, en fait, elle regarde que moi, parce que la réussite, en fait, c'est hyper personnel. Donc, le mec qui conduisait une Ferrari, lui, il se disait pas que ma Dodge, c'était un signe de réussite, par exemple. Il y a que moi qui le pensais. Je me suis rendu compte en vendant la voiture que je suis très contente d'aujourd'hui être frugaliste, parce que vendre ma voiture m'a fait de la peine, parce que c'est la fin d'un moment de ma vie, parce que ça veut dire que je quitte le Koweït pour de vrai, ça veut dire que le déni est en train de s'évaporer et qu'en fait je suis en train de réaliser que oui, c'est la fin d'une expérience de vie. Mais quand j'ai acheté cette voiture me définissait. Et j'étais la fille qui roule en Challenger. Sauf qu'aujourd'hui, plus du tout. Moi, je suis moi, en fait. Que je roule en Challenger ou que je roule en Clio, je suis toujours moi. Ou même que je roule à vélo, d'ailleurs, c'est toujours moi. Et si cette voiture était si importante pour moi, c'est parce que moi, je lui donnais de la valeur. Et la voiture ne me donnait pas ma valeur, en fait. Et ça, je l'ai appris en étant frugaliste, en faisant attention à ce que je dépensais, en faisant attention à comment je dépensais les choses. Dans Fight Club, les cris, les choses que l'on possède finissent par nous posséder, et en fait, c'est vrai. Et grâce au frugalisme, je me suis quand même éloignée de ça. Les objets ont vraiment la valeur que j'accepte de leur donner, et eux n'ajoutent aucune valeur à ma personne. Et ça, je l'ai vraiment compris quand je me suis penchée sur le minimalisme et le frugalisme. Alors ensuite, on me demande si tu pouvais ne plus travailler dès à présent, que ferais-tu de tes journées? Et bien ce que je fais depuis le 14 novembre. En fait, ce que j'aime le plus dans le fait de ne plus travailler, et en fait c'est ça mon objectif. Voilà, je sais ce que c'est mon objectif. Pendant longtemps je croyais que mon objectif c'était la retraite à 40 ans, et en fait mon objectif c'est pas ça. Mon objectif premier, c'est de pouvoir faire les choses sans avoir envie qu'elles me rapportent des sous. Alors, je vous explique ce que je veux dire par là. Quand j'étais dans cette idée de retraite à 40 ans, j'étais dans un monde où je n'aimais pas mon travail. Je n'aimais pas du tout mon travail. Mon travail me rapportait de l'argent et basta. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais de ramener le plus d'argent grâce à ce travail pour pouvoir le quitter et partir à la retraite à 40 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je vais avoir 35 ans en mars. Donc en gros, il me restait 6 ans à travailler. Le truc, c'est qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire des choses sans me dire « Ok, je vais pouvoir faire un business de ce truc pour pouvoir gagner plus d'argent et partir à la retraite à 40 ans pour quitter le travail que je n'aime pas. » Par exemple, quand je me suis mise à la couture, j'ai aimé la couture, mais je ne suis pas suffisamment douée pour en faire un métier parce que je suis lente, parce que je me trompe, parce que je fais des erreurs, parce que je ne suis pas professionnelle, tout simplement. Et moi, j'ai été frustrée parce que, en gros, quand j'étais en train de coudre un sac, j'allais pas le vendre, ce sac, parce qu'il n'était pas suffisamment bien fait pour être vendable. Et le problème, c'est que moi, j'étais tellement dans cette optique de quitter mon travail que je donnais des cours particuliers à côté, que j'essayais de gagner encore plus d'argent que mon salaire, et que donc, par extension, quand j'étais en train de coudre un sac, j'étais pas en train de donner un cours, et donc le temps que je passais à faire un sac, c'était du temps perdu parce qu'il ne me rapportait pas d'argent. J'étais un peu matrixée, je vous avoue. Et là, ça fait depuis le 14 novembre que j'ai accepté que je n'aurais plus de salaire, et vraiment je suis en paix avec ça. Et du coup, en fait, je fais plein de trucs de mes journées, et il n'y a rien qui me rapporte des sous. Et je suis tellement heureuse. Alors Dieu merci, j'avais des économies et je suis vraiment en train de vivre en ermite et un peu recluse de la société. Bon, bah, ça me pose pas de problème. En fait, je fais plein de trucs. C'est-à-dire que je vous dis, j'ai créé un site web, j'ai créé un blog, j'ai plus de temps pour poster ces vidéos et encore, je trouve que je pourrais en faire plus. Je lis des livres, je joue à la console. Ouais, je fais plein de trucs que j'aurais aimé faire quand je travaillais, mais j'avais pas suffisamment de temps dans mes journées pour faire des choses juste pour le plaisir en fait. J'ai eu un coup de fil et j'arrive pas à me souvenir si j'ai terminé ou non de répondre à la question précédente, donc j'espère que oui. Alors ensuite, c'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir et que je trouve hyper intéressante. Si tu pouvais remonter le temps et parler à ton moi d'il y a 10 ans, que lui dirais-tu ? En fait, franchement, merci d'avoir posé cette question, parce que avant de répondre à cette question, j'ai dû réfléchir à où j'étais il y a 10 ans. Donc je vais vous dire où j'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais exactement dans la même situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est pour ça que ça me fait marrer, parce que je me dis, apparemment c'est cyclique, tous les 10 ans, il y a un truc qui se passe.
Il y a 10 ans, en fait, je revenais d'un voyage de 4 mois et demi en Asie du Sud-Est. En fait, je suis rentrée en France en mars 2013. J'ai passé 4 mois en Asie du Sud-Est avec mon petit sac à dos et ma copine Juliette. Et en fait, après ça, je me souviens être rentrée et avoir dit à ma mère, écoute maman, en fait, je suis désolée, pas désolée, mais bon, c'est la vie. Je veux plus être journaliste, en tout cas, je ne veux plus passer le concours des écoles de journalisme. J'ai envie d'être prof de français langue étrangère. Le truc, c'est que moi, j'avais cherché quel métier faire qui nous permet d'avoir un métier stable, en gros, et voyager en même temps. Et ce qui ressortait, c'était être prof de français langue étrangère. Et c'est pour ça que je voulais faire ça. En fait, moi, je viens d'une famille dont les parents ont travaillé pendant très très longtemps. Enfin, ils ont fait toute leur carrière quasiment dans la même entreprise. Et en gros, pour moi, c'était un peu ça le schéma de la réussite. Et donc, quand moi, je suis revenue d'Asie, il y a eu un truc dans mon cerveau qui m'a fait dire que ce que je voulais, c'était la liberté et pas nécessairement la sécurité. Sauf que j'imagine que pour mes parents, ça devait être hyper flippant. Donc quand moi, je me suis retrouvée face à ma mère et que je lui ai dit « Écoute maman, en fait, moi les CDI c'est terminé, pour le moment je vais faire de l'intérim et puis je vais trouver quelque chose, mais je prendrai plus de CDI, j'ai envie d'être libre. » Là, je me suis rendu compte que en fait, le système tel qu'on le conçoit, il me va pas. Exactement le discours que je tiens aujourd'hui, sauf qu'en fait, il y a 10 ans, j'avais pas la maturité et la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, vite, je suis retombée dans un CDI. Voilà, je serais restée dans mon CDI, mais la directrice de magasin qui est arrivée, je m'entendais pas du tout avec elle, donc c'est pour ça que j'ai quitté mon emploi et qu'ensuite j'ai postulé à l'étranger. Mais sinon, j'étais plus ou moins dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, que les plans que j'avais, en fait, ils venaient de s'écrouler. Et que il fallait que je trouve autre chose à faire, et sauf que ce qu'on me proposait, il n'y avait rien qui nous convenait. Et en fait, je suis dans la même situation 10 ans plus tard. Donc, j'ai 2 discours que je pourrais dire à la moi d'il y a 10 ans. Le premier, c'est en gros, t'inquiète, ça va aller. En fait, ce qui va se passer après, ça va être cool, et tu vas apprendre plein de choses, tu vas grandir, tu vas gagner en confiance, tu vas avoir moins peur des risques aussi, parce que tu vas en prendre, tu vas prendre beaucoup de risques, et donc du coup, par conséquent, à un moment, tu n'auras plus peur de prendre des risques et tu auras suffisamment confiance en toi pour savoir que tout ce que tu veux achever, tu l'achèves, et tu sauras peut-être pas ce que tu veux achever, mais en tout cas, tu essayes. Et tu y vas et tu le fais et c'est grave cool, donc t'inquiète. Aujourd'hui, tu as un peu perdu, mais en fait, ça va rouler jusqu'à ce que tu sois de nouveau perdu 10 ans plus tard. Donc, il y a ça, c'est la première chose, parce que ce que j'ai vécu ces 10 dernières années, c'est hyper précieux et je suis hyper contente de l'avoir vécu et je changerai mon chemin de vie pour rien au monde. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire à la moi d'il y a 10 ans. Mais j'ai aussi envie de lui dire, mais vas-y, fonce, ne prends pas le CDI, reste sur l'intérim, ne tombe pas dans le panneau de ton directeur de magasin, refuse le CDI, trouve ce que toi tu veux faire, continue de prendre des petites missions à droite à gauche pour te faire de l'argent, mais essaye autre chose. Aujourd'hui, je regrette mais tellement de ne pas avoir continué quand je faisais de la rédaction web. Je regrette, non, mais j'aurais pu être libre si je m'étais lancée dans la rédaction web à 24 ans. Moi, j'ai écrit mes premiers articles rémunérés quand j'avais 18 ans et j'ai arrêté parce que voilà, j'avais pas la foi d'aller chercher des clients, etc., etc. Mais en fait, il y a 10 ans, j'avais eu l'opportunité de le faire et j'aimerais dire à la moi d'il y a 10 ans, mais fais ça en fait. Fais ça. Lance-toi, écris des articles pour des magazines en ligne, ça peut fonctionner, donc vas-y, fais ça. Et voilà, je sais pas ce que j'ai envie de dire à la moi d'il y a 10 ans, je sais pas si j'ai envie de la pousser à faire ce que j'aurais aimé faire à ce moment-là, ou si j'ai envie de lui dire de continuer sur son chemin, parce qu'en fait, où j'en suis aujourd'hui, c'est quand même cool et j'ai vraiment aucun regret et je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu, quoi. Ensuite, on m'a demandé quel était mon plat favori au Koweït. Alors, c'est très difficile comme question parce qu'en fait, s'il y a bien un truc qu'on peut dire, c'est qu'au Koweït, il y a toute la nourriture que vous voulez. Et en plus, c'est hyper gras, beaucoup plus salé, beaucoup plus sucré, beaucoup plus de crème, beaucoup plus de gras en général. Et donc, ça rend vos papilles très contentes. Vous savez, par exemple, les fast-foods, ils sont comme ça, très salés, très gras et tout. Et en fait, du coup, ça rend votre cerveau heureux. En fait, c'est la nourriture au Koweït, c'est ça. J'exagère à peine. Mais sinon, moi, mon plat préféré, ce serait, je pense, le chicken mashbous.
Majbouz Dihai en koweïtien. C'est du poulet avec du riz et certaines épices et en fait je trouve ça grave bon, genre j'aime trop. J'aime bien parce que ça se mange à même le plat avec les mains et moi si je pouvais passer ma vie à manger avec mes mains je le ferais parce que j'adore manger avec les mains et je trouve ça très bon. Mais j'aime bien en général la nourriture ici, donc pour un plat typiquement koweïtien ce serait le chicken majbouz. Ce qui va me manquer c'est pas nécessairement un plat mais c'est la facilité de pouvoir acheter par exemple un shawarma pour vraiment pas cher, quasiment, enfin juste à côté de chez moi il y a des shawarmas délicieux. Il y a aussi une loi au Koweït qui interdit l'augmentation du prix des petits sandwichs falafel. Donc en fait il y a des restaurants qui offrent des sandwichs avec des falafels à l'intérieur et donc c'est sans fils et il y a une loi, c'est écrit, qu'il est interdit d'augmenter le prix de ces sandwichs falafel. Et donc du coup en fait ils sont toujours à 100 fils et 100 fils ça fait vraiment pas grand chose. Et franchement c'est bon, alors je vivrai pas en mangeant que ça, mais des moments de galère où j'avais la flemme de faire à manger, où j'avais pas envie de dépenser de l'argent, et ben deux ou trois petits sandwichs falafel, ça vous fait votre soirée et après vous allez vous coucher. Franchement c'est un truc que j'aime beaucoup au Koweït, c'est qu'il y en a littéralement pour tous les budgets. Et même si on n'a pas des grands moyens, on peut quand même bien manger. Donc ça c'est cool parce que j'aime manger. Mais sinon ouais, le chicken majbouz, si je devais choisir un seul plat, un plat koweïtien en tout cas, ce serait le chicken majbouz. Faut pas me lancer sur la nourriture parce que j'aime vraiment beaucoup manger et moi je suis pas quelqu'un de la haute gastronomie, je suis plutôt quelqu'un de la bonne bouffe en vrai et ici je trouve qu'on trouve pas beaucoup de haute gastronomie mais on trouve beaucoup de la bonne bouffe et du coup vous imaginez bien que je suis très contente au Koweït. Ensuite la question, es-tu une personne religieuse ou y a-t-il une chance que tu le deviennes? Je vais répondre à cette question, après je vais couper parce que j'ai plus de batterie. C'est la question la plus touchy qu'on pouvait me poser parce que moi je considère que la religion c'est quelque chose qui est du domaine du privé et qui ne regarde personne d'autre que vous. J'ai aucun problème moi à parler de la religion, maintenant il faut être clair que ce que je vais dire maintenant c'est mon avis, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, c'est vraiment que ce que je pense. C'est pas la peine d'essayer de me convaincre de changer d'avis sur la religion, ça marchera pas. Donc maintenant moi je pars du principe que chacun fait bien ce qu'il veut, j'ai aucun problème avec des personnes qui exercent leur religion, je ne suis personne pour juger qui que ce soit. Moi je crois en Dieu mais je ne crois pas justement en le fait de suivre des règles établies dans un livre parce que aujourd'hui je ne comprends pas quel est l'intérêt que j'y trouve à suivre ces règles. Je sais que on va me dire mais c'est justement ça te rapproche de Dieu etc. Bah en fait moi je ne comprends pas pourquoi ça me rapproche de Dieu. Moi, pour moi, je crois en Dieu, je crois en la justice divine, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. C'est pareil, ça sert à rien de juger là-dessus, si ça vous plaît pas, vous pouvez avancer dans la vidéo. C'est pas la peine de dire que je suis bête de croire en ça si vous n'y croyez pas, parce que franchement ça n'a aucun intérêt. La religion n'est pour moi pas quelque chose qui porte à débat, c'est-à-dire que vous avez votre opinion, j'ai la mienne, je ne vous juge pas, ne me jugez pas. Donc moi je crois qu'il y a un Dieu, je crois en la justice divine, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Par contre, je ne crois pas que ne pas consommer telle boisson, ne pas manger tel aliment, ne pas avoir de relation avant le mariage, etc. bah ça par exemple, moi j'y crois pas. Parce que ça, c'est vraiment du domaine du personnel et du privé. Moi je ne bois pas d'alcool, mais c'est moi qui l'ai décidé. J'essaye au maximum de traverser la vie et de faire de mon passage sur Terre quelque chose de positif et d'agréable et de cool pour moi mais aussi pour les autres. J'essaye de faire le bien ou en tout cas de faire tout ce que je peux pour ne pas faire le mal. Et en fait, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas subir un courroux quelconque de la part de Dieu et être plutôt... d'avoir fait les choses bien. Après, le reste, pour moi, c'est des choix personnels en fait. Je suis vraiment dans la spiritualité, moins dans le fait de suivre des règles. Parce que pour moi, encore une fois, c'est hyper personnel, moi, ce sont des règles qui personnellement ne me parlent absolument pas. Est-ce qu'il y a des chances que je devienne une personne pratiquante par exemple? Je pense pas. Enfin, en tout cas, pas pratiquante dans le sens où on l'entend.
Maintenant, je vis dans un pays qui est quand même hyper religieux, parce que le Koweït c'est un pays musulman et pour le coup, ça s'en cache pas du tout, quoi. C'est comme ça. Je m'y suis bien adaptée, ça me pose aucun problème de vivre dans un pays qui n'est pas laïque, justement. Est-ce que je me convertirais à une autre religion? Alors moi je suis baptisée, j'ai pas fait de communion, mais je suis baptisée. Mais est-ce que je me convertirais pour quelqu'un? Non. Est-ce que je pourrais être en couple avec quelqu'un qui est religieux? Oui, tant qu'on respecte les choix de chacun. Donc moi je comprends si jamais mon partenaire ne mange pas de porc, par exemple. Je suis au Koweït, donc si jamais j'ai un partenaire d'ici, il sera musulman. Si mon partenaire ne mange pas de porc, je comprends qu'il n'y ait pas de porc à la maison. Moi, par contre, si à l'extérieur j'ai envie de manger du porc, j'en mangerai. Ce qui n'arrive jamais parce que je ne mange pas de porc. Parce que je n'aime pas ça. Donc bon, le problème est réglé. Mais voilà, c'est des choses comme ça où j'ai rarement fait... Je fais généralement les choses pour moi et je fais ce qui me semble être bien, et j'ai été éduquée par une mère qui voulait être bonne sœur surtout. Donc ça veut dire que j'ai quand même des principes qui sont teintés de religion, que je le veuille ou non, mais je fais les choses avec une volonté de faire le bien et d'être une belle personne en fait, tout simplement. Et je pense que même si je ne croyais pas en Dieu, même si je ne croyais pas en la justice divine, je serais quand même cette personne. Donc voilà, c'est mon avis sur la religion. C'est pareil, c'est pas très clair, mais en même temps c'est pas hyper clair dans ma tête non plus, soyons honnêtes. Donc voilà, j'espère quand même que j'ai répondu à cette question correctement. Alors ensuite, la prochaine question, quel âge ont tes chats? Un peu plus légère que la question sur la religion. Alors mon biboun il a 9 ans et l'autre Chippy elle a 1 an. J'ai pas leur âge exact puisque dans les deux cas c'est des chats que j'ai adoptés et on sait pas trop d'où ils viennent. Enfin, la petite je l'ai trouvée dans la rue et le biboun je l'ai... Oh bouboute. La petite je l'ai trouvée dans la rue. Je l'ai pas trouvée, elle m'a suivie, elle est montée dans ma voiture, donc elle s'est trouvée elle-même une habitation. Et donc quand je suis allée voir le vétérinaire, il savait pas si elle avait 3 mois, 4 mois, parce qu'elle était vraiment toute petite. Et le biboun, lui, je l'ai adopté auprès d'une association qui ne savait pas non plus quel âge il avait, mais il avait à peu près 1 an. En fait, ça me fait rire parce qu'il est allongé derrière. C'est vraiment mon petit vieux, le petit biboun, mais il est fatigué, il a envie d'aller se coucher. Ensuite, quel est l'endroit le plus décevant que tu aies visité? Pas forcément au Koweït. En fait, ça va être très facile de répondre à cette question parce que j'ai toujours été déçue par les endroits que j'ai visités après les avoir trouvés sur Instagram. Donc en fait, vous êtes là, vous traînez sur Instagram, vous voyez une photo d'un endroit et ça a l'air magnifique, et ensuite vous vous dites ok, bah, je vais aller là-bas. Et ensuite, vous allez là-bas et je sais pas si c'est nul ou si c'est moins bien que l'idée qu'on s'en fait parce que c'était sur internet, mais vraiment tout ce que j'ai trouvé sur Instagram s'est avéré décevant à l'arrivée. Et c'est parce que Instagram est une plateforme qui est hyper visuelle, donc en fait on vous montre des trucs qui sont vraiment beaux, ça c'est vrai, mais est-ce que j'ai envie de faire la queue pour prendre une photo? Non. Sur Instagram, on va beaucoup retoucher par exemple les couleurs ou la luminosité. Et moi, j'étais hyper déçue quand je suis allée au Cinque Terre en Italie et que en fait, c'était beaucoup moins coloré que sur les photos retouchées d'Instagram. Donc ouais, j'ai envie de dire, tous les endroits qui sont vendus et survendus sur Instagram, c'est vrai que quand on y arrive, c'est quand même en vrai moins bien que sur les photos. Est-ce que cela te plairait d'écrire un livre? Bah franchement, ouais. J'aimerais vraiment trop écrire un livre. Le problème, c'est que mon cerveau aura du mal à s'accrocher à une seule histoire avec les mêmes personnages. Donc pour écrire un roman de fiction, ça risque d'être compliqué. J'aimerais bien écrire un roman qui est un peu inspiré de ma vie, c'est-à-dire j'aimerais bien écrire un roman où le personnage principal c'est moi, mais en mieux en gros. Et donc du coup, plus dans l'optique... de dire en fait qu'on est capable de tout faire. Si on veut faire quelque chose, on peut le faire, et je trouve que j'ai eu pas mal d'expériences de vie qui vont dans ce sens-là. Beaucoup n'ont pas été aussi bien réalisées que ce que j'aurais aimé, donc peut-être qu'en faisant un roman où à la fin c'est mieux réalisé, ça pourrait être cool.
Donc ouais, écrire un livre, je trouverais ça quand même vraiment cool, ouais, j'aimerais bien. Est-ce qu'il y a un ou une ou plusieurs youtubeurs que tu trouves inspirants? Alors en fait, la réponse qui est claire et qui est simple, c'est non. Parce que je ne regarde pas de youtubeurs. Donc la meuf, elle est là, elle vient sur YouTube, elle raconte sa petite vie, elle poste ses petites vidéos et tout, et elle regarde pas ce qui se passe chez les autres. Et ben non, je regarde pas ce qui se passe chez les autres. Moi, j'utilise YouTube pour regarder Faites entrer l'accusé et des trucs genre d'enquête criminelle. Mais je regarde pas de youtubeurs lifestyle, entre guillemets. Je commente jamais, je like très rarement. Je m'abonne très très peu. Et c'est tout simplement parce que j'ai un problème personnel, et c'est très très personnel, qui est que j'ai tendance à me comparer tout le temps, et que j'ai le syndrome de la bonne élève. Donc j'ai même envie de vous dire, j'ai le syndrome de la première de la classe. Donc ce qui fait que je vais par exemple tomber sur une vidéo de quelqu'un qui va dire les 10 principes à adopter si vous voulez être frugaliste. Et moi je vais regarder la vidéo et puis je vais me rendre compte que je suis seulement 8 de ces principes. Cette personne, elle est comme moi en fait, elle n'est pas spécialement plus légitime que moi finalement, mais je vais la déclarer tout de suite plus légitime que moi. Je vais me rendre compte que je suis seulement 8 principes sur les 10 dont elle parle et que les 2 autres me paraissent inatteignables. Et après je vais me rouler un boule dans mon lit en pleurant et à me dire que je suis nulle. J'exagère, mais à peine, pour être honnête avec vous. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à regarder des youtubeurs qui se veulent inspirants, parce que généralement, quand même, quand on vient donner... Enfin, ça va sonner méchant, mais j'ai pas envie que ça sonne méchant. Mais quand on vient donner des conseils sur Internet, c'est qu'on s'estime inspirant. Et donc c'est bien. Enfin, c'est cool, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est juste que moi, quand je regarde ce genre de contenu, je trouve ça hyper culpabilisant, en fait. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé, moi, à créer des vidéos pour YouTube. C'est que j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos 5 conseils, 10 choses à mettre en place. Et pourtant, c'est ça qui fonctionne. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que je trouve que la vie n'est pas si facile. Ou alors c'est moi qui vois les choses trop difficilement, je sais pas. Mais je ne me reconnais pas spécialement dans ce genre de contenu. Donc, moi je suis pas trop inspirée par les autres. En fait, c'est pas les autres qui m'inspirent. Les autres, moi, ont tendance à me culpabiliser de pas être assez bien, de pas faire les choses correctement, de pas être sur la bonne voie, entre guillemets. Moi, ce qui m'inspire, c'est mes erreurs, en fait. Et donc... c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye, ça fonctionne pas, c'est le temps que je mets, c'est l'expérience que je gagne à faire des choses. J'ai l'impression d'être méchante quand je dis ça, mais pas du tout, c'est juste que vraiment très très personnellement, c'est pas... Les réseaux sociaux sont toujours dans le toujours plus justement, et donc ça me gêne. Et du coup, je suis pas inspirée par ça. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde, vivante ou morte, pour qui tu as de l'admiration, autre que ta mère? Ça va être compliqué du coup, si je peux pas dire ma mère. Non, plus sérieusement, moi j'ai de l'admiration. Et c'est vraiment une admiration qui est très très forte pour les personnes qui ont vécu quelque chose de traumatisant et qui décident d'en parler en se disant que si elles en parlent, et d'autres gens... Oh. Si elles en parlent, et d'autres gens pourront aussi en parler et on peut éviter des drames. J'ai une admiration pour les gens qui prennent leur situation pour ensuite l'utiliser comme un cheval de bataille pour littéralement changer le monde. Je vais essayer de donner un exemple sans trop en dire parce que les seuls trucs auxquels je pense, c'est des sujets qui sont un peu sensibles et moi j'ai pas envie de parler de ça. Mais par exemple, vous avez une personne qui a un enfant handicapé et cette personne qui a un enfant handicapé va se battre pour faire changer les choses pour tous les enfants handicapés de France. Et en fait, moi, je trouve ça ouf d'être capable de finalement se mettre soit dans un inconfort énorme, de se dire, en fait, non, les choses comme elles sont aujourd'hui, elles ne me plaisent pas, c'est pas ce que je veux pour mon enfant. Et du coup, je vais me battre et mon enfant va être porte-parole de la cause que j'ai envie de mener. Moi, j'ai une admiration pour les gens qui font ça. J'ai une admiration pour... des femmes battues qui vont venir
parler de leur expérience, de comment elles se sont retrouvées là, d'à quel point c'est insidieux, d'à quel point ça peut arriver à tout le monde et qu'il ne faut pas en avoir honte et que ces femmes parlent de leur expérience. Moi, je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là, donc oui, bah évidemment, j'ai envie d'aider des femmes battues, mais je vais pas mettre une partie de moi sur la table, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Mais quand vous mettez une partie de vous sur la table pour défendre une cause plus grande, bah moi, j'ai une sacrée admiration pour ces gens-là. Moi, j'ai pas suffisamment d'abnégation pour ça. Je suis pas suffisamment forte pour prendre un trauma ou quelque chose de difficile qui me soit arrivé pour le mettre sur la place publique, pour changer le monde à propos de cette situation particulière, et j'ai une grande admiration pour les gens qui sont capables de faire ça. Donc c'est pas une personne en particulier. Après, il y a plein de gens avec qui j'aimerais partager un repas parce qu'ils sont admirables et ils ont fait des choses admirables, mais c'est vraiment les gens qui prennent leur situation, surtout que c'est des situations en plus d'être traumatiques qui sont pas bien connues du grand public, et là vous avez des gens qui arrivent et qui disent bon bah vous connaissez pas ça, vous trouvez qu'il faut pas en parler, ça vous dérange de voir ça, et bah vous allez en bouffer parce que moi j'ai décidé de le mettre sur la place publique et que j'allais en parler, puis mon histoire va faire changer les choses. En fait je trouve ça beau, moi. Je trouve ça admirable et je trouve ça beau. Donc voilà, c'est pas une personne, mais c'est le type de personne que moi j'admire vraiment dans la vie. Et la dernière question de cette foire aux questions, tu en es où dans les travaux de ta future maison ? Les travaux de ma future maison, bah là c'est cool parce qu'en fait ça a vraiment pas mal avancé ces derniers temps. Donc l'isolation intérieure est faite, donc ça c'est cool. La maison elle est définitivement hors d'eau, hors d'air, donc ça c'est bien. La lasure du bois à l'intérieur c'est fait aussi, et c'est une sacrée épine du pied parce qu'il y a énormément de bois et j'avais pas envie de le faire moi-même. Maintenant il faut faire la lasure à l'extérieur, mais comme vous le savez il fait moins 7 degrés, donc ça se fait pas. Il y a un ravalement à faire sur un mur de la maison, parce que donc, moi j'ai acheté une maison qui avait 4 murs et un toit en tôle, et finalement ce qu'il en reste aujourd'hui c'est 3 murs. On a fait une nouvelle charpente, on a fait une nouvelle couverture, on a remonté un mur, on a rajouté 2 pignons parce que j'ai rajouté un étage, donc on a dû faire un autre plancher. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est il manque les cloisons de la salle de bain en haut. Il faut faire un ragréage au rez-de-chaussée. Donc alors un ragréage, c'est pour remettre le sol à niveau. Et ensuite, il faut du coup poser les sols, peindre. Il faut mettre la cheminée, il faut mettre l'escalier, puis il faut acheter les meubles. Donc ça reste quand même un sacré travail à faire. Moi, je ne fais pas le ragréage et évidemment, je ne fais pas la cheminée non plus. En fait, il faut que je prépare une salle de bain parce que moi, si je décide de m'installer là-bas pour faire la peinture, il me faut au moins une salle de bain. Ça ne me dérange pas de dormir avec un matelas au sol, mais par contre, j'ai besoin d'une douche. Donc c'est moi qui vais faire la peinture, c'est moi qui vais poser les parquets. Je vais peut-être apprendre à faire du carrelage, mais j'avoue que je flippe un peu parce que j'ai regardé un peu des vidéos et quand même ça a l'air hyper technique. Donc je sais pas, faut voir. Et voilà. Et en fait, il reste pas grand-chose à faire, mais c'est juste que c'est un peu long quand même. Mais je me donne 6 ou 7 mois pour finir tout ça, et ensuite je meublerai cette petite maisonnette. Et on a répondu à toutes les questions. Donc je crois que ça va être je crois que c'est une vidéo qui est excessivement longue. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Moi j'ai adoré la tourner. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Vous pouvez laisser un commentaire aussi si vous le voulez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour les notifications. Parce que comme vous le voyez, je ne suis pas encore bien régulière sur le rythme de publication, je suis désolée, j'essayerai de faire de mon mieux. Assez parlé, Elisabeth, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!